Alors Jim, je vous réveille? On peut pas danser, on peut même pas voler. C'était pas la peine de me réveiller. Bienvenue. Salut. Salut. Bienvenue. Bienvenue sur le podcast Éveille ta pépite, un podcast optimiste pour les étudiants et les doctorants qui ont envie d'entreprendre. Alerte! Oh, réveillez-vous! Oh, hey, oh! C'est bien connu que vous avez une drôle d'idée de la drôlerie. Bonjour à tous, je suis Anne et je travaille au Pépite, le pôle entrepreneuriat de l'Université de Poitiers. Et je suis heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode sur l'innovation par le design. En fait, je me suis posé plein de questions en préparant ce podcast. Est-ce que l'innovation par le design est innovée par le dessin ? Est-ce que c'est du prototypage ? Est-ce que c'est de l'architecture ? Et en fait, comment on allie le design à l'innovation et en quoi cela développe un projet innovant ? À force de lecture et de recherche dans ce domaine, en fait, je suis tombée sur cette phrase que je trouve chouette pour introduire ce nouveau podcast par Roberto Vercanti. En fait, ses recherches se concentrent sur la création de sens. Comment créer des choses que les gens aiment et qui sont sensibles pour les entreprises et la société. Et donc il introduit comme l'innovation vise à changer la réalité du monde par l'imagination des hommes et par l'acceptation voulue ou subie de ce changement. Le design est agent de changement et à ce titre, à partie liée avec l'innovation dont il est l'une des composantes. Donc je me dis, mais par quoi ces deux notions sont-elles liées ? Comment et en quoi le design intervient-il dans le processus d'innovation et l'innovation dans le design ? Et pour répondre à ces questions, en fait, je vous propose d'aller à la rencontre vocale de deux professionnels connus sur le territoire, qui est Lisa, coordinatrice de programme d'incubation à Néologie Technopole, et Camille, fondatrice de l'agence Ipsoon, une agence de design comportemental spécialisée dans les interfaces. Et on terminera avec Maxence, qui est étudiant entrepreneur au sein du Pépite. J'arrive dans les locaux de Néologie Technopole à Hashtag, boulevard du Grand Cerf à Poitiers. Le bâtiment est haut en plafond, il est lumineux et agréable. Ça donne vraiment envie d'aller travailler là-bas. Après avoir été accueillis chaleureusement par toute l'équipe, nous nous installons tranquillement dans une petite salle avec Lisa. Merci Lisa de prendre ce temps pour répondre à mes questions. Tu travailles depuis des années au service de l'innovation et notamment par le design. Comment en fait as-tu découvert initialement l'innovation par le design ? Je pense que j'en ai toujours fait parce que c'est de l'innovation par le bon sens. Et j'ai découvert le concept d'innovation par le design quand j'ai été amenée à créer un tiers-lieu à Poitiers et que je n'arrivais pas à avancer sur ce projet-là et que j'ai appelé des confrères en région parisienne qui m'ont dit écoute, en fait, tu te projettes sur un projet collaboratif sans avoir mené une réflexion avec les différentes parties prenantes qui sont concernées et on te propose de t'accompagner pour revoir le projet dès le départ avec une méthodologie qui s'inspire du design et de l'innovation par le design, qui est en fait une approche centrée sur les besoins des utilisateurs. Au début du podcast, j'ai évoqué certaines idées reçues que nous pouvons avoir sur l'innovation par le design. En fait, au fur et à mesure de ton expérience, est-ce que tu as rencontré certaines idées reçues que tu souhaites nous partager ? Alors, des idées reçues, il y en a pas mal. Première, ce serait « je peux pas innover, je suis pas une start-up ». Ça, moi, je réponds tant mieux, parce que si t'es pas une start-up, ça veut peut-être dire que t'es une entreprise et que t'as de la trésorerie et que t'as des moyens. Tant mieux, parce que tu peux avoir aussi des idées, même si t'es pas une start-up. Et donc, pour moi, l'innovation, ça concerne tout le monde et j'entends régulièrement des idées reçues sur je peux innover aussi, mais il ne faut pas que je sorte du cadre. Alors que justement, innover, c'est chercher à sortir du cadre, chercher à trouver des nouveaux moyens de rendre service aux utilisateurs. Je ne peux pas innover parce que je ne peux pas me tromper. Et l'innovation par le design, c'est justement ça, c'est apprendre à se tromper et apprendre de ses erreurs pour pouvoir les corriger. Voilà, il y a plein d'idées reçues. Je pourrais, là, pour le coup, t'en parler 1 heure, mais c'est celles qui reviennent le plus souvent. Et donc, innover, on a tous des bonnes idées et on a tous les capacités de les tester. Et c'est ça qu'il faudrait retenir. Pour moi, l'innovation par le design, c'est avant tout une innovation de bon sens. Donc en effet, casser les idées reçues est un travail d'acculturation et de sensibilisation au quotidien. Et tu y contribues notamment en intervenant dans notre dispositif Pépite en accompagnant les étudiants entrepreneurs.
Mais je me pose la question, en fait, qu'est-ce qui différencie l'approche de l'innovation par le design d'une approche plus traditionnelle ? En fait, dans l'approche de l'innovation traditionnelle, alors qui est très bien aussi, qui est très bien pour certains projets, on est plutôt orienté sur la solution. Dans l'innovation par le design, on est orienté sur le problème. Donc ça, c'est vraiment les 2 points de différenciation fondamentaux. Moi, ce que j'invite, c'est à se passionner pour des problèmes avant de se passionner pour sortir de cette passion de produit, en fait, qu'on peut avoir, surtout quand on vient d'un milieu technologique ou d'un milieu de la recherche. Dans une approche traditionnelle, on va avoir une approche macro-théorique. Moi, je vais essayer de privilégier l'approche par le terrain, d'aller interviewer les gens, d'aller observer comment ils se comportent, d'aller observer les problématiques auxquelles ils sont confrontés et d'essayer de trouver ce qu'on va appeler des points de douleur pour essayer plus tard de les résoudre. Mais avant de penser produit, on pense problème. Ça fait appel à des notions clés. L'approche par le design, elle est basée sur l'empathie. Elle est basée sur l'expérimentation et sur l'itération. En fait, dans une approche traditionnelle, on va faire un produit jusqu'au bout et puis le mettre sur le marché et se dire ça marche ou non, ça marche pas. Dans une approche par le design, on a une approche d'abord d'observation où on regarde comment fonctionnent les gens et quels sont leurs problèmes. On essaye d'identifier quel est le problème le plus fort sur lequel on peut intervenir. Et ensuite, on essaye de produire le service ou le produit qui peut répondre au problème de façon la plus simple possible. Si on arrive à répondre à une problématique avec peu de moyens, on va apprendre de cette solution et ensuite on pourra la compléter, itérer. Un autre point qui différencie l'approche traditionnelle de l'innovation de l'approche par le design, c'est la façon dont on va tester ou dont on va présenter le produit ou l'idée du projet. Dans une approche traditionnelle, on va faire un BP, on va faire des Excel, on va essayer de pitcher son projet. Dans l'approche par le design, on va essayer de le rendre tangible le plus rapidement possible. Et c'est ça qui est hyper important. On sort de la présentation des slides et on essaye de mettre dans les mains des utilisateurs le plus rapidement possible un prototype. Alors on va parler de Frankenstein, on va parler alors là je vais utiliser un anglicisme, mais de quick and dirty. L'idée de base, c'est de dire que si vous dites à vos utilisateurs que ce produit-là n'est pas un produit parfait et qu'ils sont OK pour l'utiliser quand même et que ça répond à leurs problématiques, alors quand vous allez mettre les moyens pour faire évoluer ce produit-là, il sera d'autant plus utilisé et en phase avec le besoin et le marché. Et justement, pour que l'innovation réponde à un besoin et qu'elle soit en phase avec le marché, en fait, existe-t-il des méthodes pour faire évoluer les produits et les services ? En fait, l'innovation par le design, ça repose sur 3 grands principes. Alors, les techniques de créativité, elles sont utiles pour identifier les différentes façons de répondre à un problème. Parce que vous vous souvenez, on se passionne pour des problèmes et pas pour des solutions. Et donc au départ, les premiers outils qu'on va mobiliser, c'est des outils de créativité, de façon à essayer de faire diverger et de trouver un maximum de solutions possibles pour savoir comment répondre au mieux aux besoins qu'on a identifiés. Donc, vous avez tous entendu parler des brainstorming, de Word Café, de cartes mentales. Voilà, il y a plein de techniques de créativité. Pour ceux que ça intéresse, c'est Guy Aznar qui est un des fondateurs des pensées de la créativité. Il y a plein d'outils en ligne qui sont partagés et qui sont super. Vraiment, le principe de la créativité, c'est la divergence puis la convergence. Donc, avoir plein d'idées et à un moment recentrer sur ce qui va nous sembler le plus pertinent ou ce sur quoi on est, nous, en capacité d'agir. La deuxième approche, c'est le design thinking. Et là, en fait, le design thinking, c'est un terme qui va désigner toutes les méthodes et les outils pour faire face à un problème ou à un projet d'innovation. Donc, c'est Rolf Fast qui a mis en place ce concept-là. Et en fait, ça décrit 7 étapes par lesquelles on passe pour définir un projet. Donc la première étape, c'est la définition. La deuxième étape, c'est la recherche. La troisième étape, c'est idéater, c'est identifier les besoins et les motivations du client final.
et puis générer autant d'idées que possible. Et donc là, on utilise ces techniques de créativité. Ensuite, la 4e phase du design thinking, c'est prototyper. Donc, essayer de croiser les différentes idées, de créer des brouillons, des maquettes, des prototypes pour essayer d'avoir des retours d'utilisateurs. Ensuite, on a une étape de sélection. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On revoit les priorités, on revoit les produits ou les services sur lesquels on est le plus en capacité d'agir. La 6e étape, on implémente. Alors, on met en place un plan d'action, on définit des ressources nécessaires. Et puis, la dernière étape, c'est apprendre. C'est-à-dire qu'on met dans les mains de notre utilisateur un prototype et on récolte un feedback, un retour utilisateur, pardon, et on apprend. En fait, le principe de design thinking, c'est comme en science, on émet une hypothèse, on teste et on itère en fonction des apprentissages qu'on a obtenus grâce à l'expérimentation. Donc ça, c'est le concept du design thinking. Et l'autre concept sur lequel repose l'innovation par le design, c'est Lean Startup, qui est encore cette manière d'entreprendre sur l'itération. Et d'ailleurs, quand je parle de démarche scientifique, d'émettre une hypothèse, de tester et d'expérimenter, là, c'est vraiment la définition du Lean Startup. Et le Lean, c'est fin, c'est avec peu de moyens. Donc, comment est-ce qu'on peut, avec peu de moyens, réaliser un premier produit ou un premier service qu'on va rapidement mettre dans les mains de son utilisateur pour tester son marché. Pour tester son marché, on peut parfois se dire que nous ne pouvons pas prototyper un service. Alors, est-ce qu'on peut tout prototyper, que ce soit en fait un produit ou un service ? Alors moi, quand j'interviens dans le parcours Pépite, je mets au défi les étudiants de trouver quelque chose qu'on ne peut pas prototyper. Je pense que tout se prototype. Alors, on peut prototyper par le dessin. On peut prototyper avec des maquettes en carton. On peut prototyper aussi avec des slides à un moment. Il y a des exemples. Alors, je vais prendre des exemples là dans la tech, mais Dropbox, qui est une solution de sauvegarde en cloud, ils ont prototypé en faisant une vidéo du service qu'ils voulaient rendre, qu'ils ont diffusé sur les réseaux sociaux en disant « Si jamais ça vous intéresse, laissez-nous votre adresse email ». Et en fait, ils ont récolté tellement d'adresses email que, à un moment, ils se sont dit, on va se mettre à coder. Ils ont lancé Dropbox avant d'avoir fait une seule ligne de code. Et l'idée de prototyper, c'est de tester un marché. C'est de faire croire qu'on peut rendre le service avant qu'il soit parfait. On a vu des applications de réservation de stationnement dans les rues de San Francisco qui ont été faites avec des pancartes en carton où les gens allaient dans les rues de San Francisco, en tout cas les créateurs de la start-up, allaient dans les rues de San Francisco avec une pancarte en disant « Attention, cette place va bientôt se libérer. Si ça vous intéresse, laissez-moi un numéro sur ce groupe WhatsApp. » Un groupe WhatsApp, c'est un prototype. Des flyers dans une boîte aux lettres pour des services d'échange au sein d'une résidence. Ça marche aussi de dire, si vous avez du matériel à échanger, dites-le moi, envoyez-moi un SMS. Et puis derrière, c'est de l'huile de coude. On remplace la machine par l'humain. Et si jamais ça fonctionne avec des coups de fil, avec un groupe Telegram ou WhatsApp, là, on peut se dire qu'on peut investir demain dans une solution qui sera peut-être plus fonctionnelle et qui nous libérera du temps. Mais je pense sincèrement que tout est prototypable. On a parlé beaucoup de bar achat. Faisons un atelier. Allons voir des bars existants ou louons des salles. Passons un partenariat avec la SPA pour essayer de voir si on arrive à avoir de la visite. Ce qui est vraiment important, et je l'ai dit au départ, c'est de comprendre les utilisateurs et surtout de les fédérer autour de notre projet. À partir du moment où on a une communauté qu'on a bien identifiée, qu'on a bien ciblée, mettre dans les mains de cette communauté-là quelque chose de pas parfait, c'est pas un problème. Par contre, il faut pas leur poser la question de qu'est-ce que tu ferais si, de quoi tu as besoin. Parce qu'en fait, si les gens savaient de quoi ils avaient besoin, ils l'auraient fait eux-mêmes. C'est Henry Ford qui disait si jamais j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux qui vont plus vite. Et lui, il a inventé la voiture. Donc c'est vraiment cette mécanique d'observation, de regarder les comportements, de regarder aussi les moyens de contournement qui vont inspirer le prototype qu'on va pouvoir créer. J'entends certains étudiants dire notamment qu'ils ne veulent pas prototyper.
et démontrer à son entourage parce qu'ils ont la crainte notamment de se faire piquer leur idée. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense qu'il faut parler de son idée, qu'il ne faut pas en avoir peur. A priori, les bonnes idées, on est plein à en avoir. Et il y a de fortes chances que l'idée que vous avez quand vous entreprenez un projet, il y ait d'autres personnes qui l'aient eu. Ce qui va différencier, c'est la capacité à mettre en œuvre ce projet et à l'exécuter. Et c'est là où, en fait, c'est hyper important de créer cette communauté, d'être le premier sur le marché et de faire ses preuves, en fait, et d'exécuter. Rester dans son bureau à imaginer ce que pourrait être son produit, à le fantasmer et à pas se confronter au client, c'est pas ça qui vous permettra d'avancer. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment d'essayer d'aller se confronter le plus vite possible. Et si les gens en parlent, c'est super parce qu'ils vont peut-être aussi recommander. Et c'est ça qui est important. S'il n'y a pas de concurrent, je suis assez peut-être extrême dans mes propos, mais du coup, s'il n'y a pas de concurrent, il n'y a certainement pas de marché. Donc voilà, la concurrence, c'est plutôt sain. Et il y a aussi des concurrents qui peuvent être des partenaires. Et ça, il ne faut pas l'oublier également. Pour conclure notre échange, est-ce que tu aurais voulu que je te pose une question ? Je crois que j'aurais aimé que tu me poses la question « Qu'est-ce qui fait qu'on peut inciter les jeunes à entreprendre ?» Et en fait, je me pose cette question à peu près tous les jours et j'ai pas la réponse. J'ai plein de pistes, j'essaye d'échanger avec les étudiants aussi, d'essayer de comprendre un peu les freins, d'essayer de comprendre les motivations. Je crois que ce qui compte le plus, c'est la zone où on s'éclate. On n'est jamais aussi bon que quand on prend plaisir à faire les choses. Et donc, la première motivation pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce que je vais accepter de me lever le matin ? Certainement de galérer un peu au départ parce qu'on sait que le parcours de l'entrepreneuriat, c'est un parcours pas facile, sur lequel il y a des embûches. Et si on n'a pas une motivation très très forte pour son projet, s'il n'y a pas un sens très fort pour soi, je pense que c'est dur d'avoir cette motivation-là. Donc ça, c'est un des éléments de réponse. Et peut-être une autre question aussi que j'aurais aimé que tu me poses, fallait pas me poser cette question-là, c'est est-ce que le monde de la start-up change ? Et moi, j'aurais envie de répondre que oui. J'aurais envie de répondre qu'aujourd'hui, la start-up, de plus en plus, répond à des enjeux sociétaux et qu'on peut avoir de nouveaux modèles d'entrepreneuriat, y compris dans la start-up. Et qu'il y a pas mal de choses qui restent à inventer et qu'il faut aussi décloisonner les approches. Je parlais des approches traditionnelles, des approches par le design, des approches de l'ESS. En fait, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Et que c'est bien la convergence de l'ensemble de ces mondes qui vont aussi nous permettre d'en créer un nouveau. Merci beaucoup Lisa pour tes réponses. Et maintenant, je vais direction Niort pour rencontrer Camille Coignac, ancienne étudiante entrepreneur de Pépite et créatrice de l'agence Ipsoon depuis 2018 et qui va avoir 10 salariés en fin de cette année. Pour aller la rencontrer, je traverse la Sèvre niortaise et je traverse une partie de la ville. En haut d'une rue notamment, je retrouve les espaces de travail d'Ipsoon. Je rencontre une partie de l'équipe, souriante. Un climat vraiment accueillant s'installe et nous allons dans un des bureaux de Ipsoon. Camille, il me semble que tu as créé ton entreprise en parallèle de tes études. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, s'il te plaît ? Alors j'ai un parcours assez sinueux. Quand j'ai commencé mon parcours, j'ai fait une fac de droit et j'ai commencé à travailler comme pigiste à l'époque, donc en tant que journaliste. Et j'ai commencé à découvrir déjà le modèle presque freelance à ce moment-là. Et après une année de césure entre ma licence et mon master, j'ai eu cette sensation qu'il fallait que je crée quelque chose et que j'avais pas spécialement envie de m'insérer dans un parcours salarial dans lequel je me projetais pas. Et j'ai eu tout de suite, entre ma licence et mon master, une envie de monter ma première entreprise qui était à l'époque un média. Et j'ai postulé en master avec la chance inouïe que j'ai eue à ce moment-là d'être dans les premières promotions du statut d'étudiant entrepreneur. Donc c'était création tout juste à ce moment-là. Et j'ai postulé en master avec un projet entrepreneurial. Et l'idée, c'était de pouvoir monter ma première boîte en remplacement de l'alternance quand les autres faisaient une alternance. Donc cette entreprise-là, elle m'a permis déjà de découvrir ce que c'était que l'entrepreneuriat. Donc je me suis bien cassé la figure. Mais ça a posé vraiment les premières billes et ça a été vraiment pour moi un tremplin
d'une carrière entrepreneuriale derrière plus longue. Donc à la fin de cette première aventure, j'avais pris goût au truc. Et donc je me suis dit, il faut que je remonte une boîte. Je savais pas trop exactement quoi. Je me suis lancée en freelance en ayant des bases, celles que j'avais vues donc avec le Pépite à l'époque. Et j'ai gravité dans le monde du freelance en design, que j'avais découvert en montant ma première boîte. Donc en fait, moi j'ai découvert le design, pas forcément par mes études, mais par mon premier projet entrepreneurial. Et donc je suis montée en compétences là-dessus et j'ai évolué en freelance pendant quelques années avant de monter l'agence qu'on a aujourd'hui qui s'appelle Ipsoon et qui est une agence de design comportemental spécialisée dans les interfaces. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise se dit un jour qu'elle doit passer par un designer pour améliorer son produit ? Il y a quelque chose avec le design qui est passionnant, c'est que le design et le designer, de manière générale, avant tout, c'est un état d'esprit qui se couple à une méthode. C'est-à-dire que si on a la méthode mais pas l'état d'esprit, on n'est pas un bon designer. Si on a l'état d'esprit mais pas la méthode, on n'est pas un bon designer. Donc ce qu'il faut retenir du design, et c'est pour ça que les gens font appel à nous, c'est qu'ils font appel à des personnes qui ont un état d'esprit innovant, donc cette capacité à avoir des idées que les autres n'ont pas ou ne vont pas avoir, donc ce qu'on appelle aussi l'esprit créatif, que je trouve parfois un peu trop réducteur, mais l'idée c'est vraiment de dire je vais faire appel à quelqu'un qui a une hygiène de vie créative et qui va être en capacité de trouver des idées que moi je n'aurais pas eues tout seul. Et ensuite une méthode, parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais il faut qu'elles servent la performance du produit. Et donc c'est ce qui fait vraiment le cœur du métier du designer. Aujourd'hui le design il est absolument partout, et ça on a un peu tendance à l'oublier, c'est qu'il y a le design et ensuite il y a des formats de design et il y a différents métiers autour du design. Donc nous on a une spécificité, c'est l'ergonomie des interfaces avec cette approche des sciences cognitives, et donc on va pas forcément intervenir nous en conception, en prototypage d'idées qui n'existent pas encore ou vraiment en recherche utilisateur, même si je l'ai fait dans ma carrière précédemment. Aujourd'hui c'est pas notre métier de faire ça, mais dans ma carrière précédemment, j'ai été user researcher, donc c'est-à-dire je faisais de la recherche utilisateur et j'étais quand même designer. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à tous les niveaux de l'innovation, le design apparaît dans la génération d'idées, la création de services, etc., dans la réalisation de l'idée, dans sa mesure, dans son amélioration. Donc aujourd'hui, les personnes, elles font appel à nous pour appliquer une méthode en faisant appel à un état d'esprit créatif auquel ils n'ont pas forcément accès au quotidien. Tu parles notamment du métier de designer qui intervient dans l'innovation par le design. Quel est en fait son rôle et quelles sont ses missions ? Le métier du designer, par essence, c'est de comprendre en gros le monde qui l'entoure pour proposer des produits qui s'intègrent à l'intérieur de ce monde. Au-delà du fait que ce soit passionnant, comprendre le monde qui nous entoure, c'est aussi comprendre comment fonctionnent les gens qui le composent. Et donc, quelles sont les mécaniques comportementales des personnes ? En les comprenant, en tout cas en essayant de comprendre comment fonctionnent les gens de façon scientifique, on peut, nous derrière, proposer des parcours qui s'intègrent à la vie des gens et non pas qui s'imposent à la vie des gens. Donc notre objectif, notamment quand on design un logiciel, c'est de se dire, je vais donner un exemple très concret, on a un logiciel qui va être embarqué dans une entreprise où il y a plus de 600 personnes. Donc on a 600 personnes qui du jour au lendemain vont devoir utiliser un nouveau logiciel. Notre travail à nous, c'est de comprendre le contexte dans lequel ils se trouvent, les mécaniques comportementales de leur environnement, donc par exemple au travail. Le travail, j'y vais pas forcément, on n'est pas dans quelque chose de compulsif, donc on peut pas appliquer les mêmes mécaniques comportementales, par exemple de l'achat d'une robe ou d'une jupe, à l'onboarding d'un outil dans un contexte de travail. Il faut le penser dans le contexte du travail et dans les comportements qu'ont les gens au travail, qui peuvent parfois être impulsifs, mais pas forcément. Donc les sciences du comportement, elles sont normalement présentes à toutes les étapes du design, mais chez nous, on a une approche où on travaille à la mécanique cognitive, c'est-à-dire qu'on vient designer des mécaniques cognitives dans nos parcours. C'est un peu technique, mais c'est pas très compliqué. Comment tu utilises les sciences comportementales pour améliorer les produits ? Les sciences cognitives, c'est la même science que celle utilisée par le marketing. Donc l'objectif, c'est vraiment de comprendre les motivations profondes des gens, leurs besoins issus de l'environnement dans lequel ils évoluent. Mais la finalité n'est pas la même, puisque dans le cas du marketing, on est là pour venir générer de l'envie, générer du besoin, vendre une promesse, générer une promesse.
Alors que notre travail à nous, c'est à partir des sciences du comportement, par le produit, répondre à la promesse qui est faite par le marketing. Nous, on est là pour appliquer la promesse. Sur toute l'expérience à la fois esthétique, donc la direction artistique, l'ergonomie. Est-ce que le produit il est utilisable? Est-ce que je peux m'en servir? Est-ce que je peux m'en servir de façon intuitive? Et de par le sens qu'on met derrière nos actions, donc est-ce que ce produit, derrière, il est utile? Est-ce qu'il va être utilisé? Après des semaines, voire peut-être des mois d'intervention dans les entreprises, quels sont leurs retours qu'ils te font? Nous, on sait qu'on a réussi notre mission quand le client voit notre travail et dit une phrase du style « c'est exactement ce que je voulais faire sans jamais avoir réussi à le faire ». Notre travail à nous, c'est de prendre la vision du client, ce qu'il veut pour son produit, de le traduire et ensuite de venir le rendre réel à travers donc notre travail de production de maquettes, de rendre son idée réelle tout en ayant les idées qu'il n'a pas eues. Donc nous aujourd'hui, quand on fait une livraison à un client et qu'il nous dit « c'est exactement ce que je voulais dire, c'est exactement ça » ou qu'il nous dit une phrase comme « c'est trop ça », ça veut dire qu'on a réussi à traduire ce que lui n'a jamais réussi à faire. Parce que si le client, il avait exactement la vision de ce qu'il voulait, il le ferait lui-même, ou il demanderait à ses développeurs « est-ce que tu peux me faire ça comme ça ?» Il sait qu'il veut quelque chose, mais il ne sait pas comment le réaliser. Le designer, il est vraiment là pour ça. Il est vraiment là pour matérialiser la vision de quelqu'un en quelque chose qui soit désirable, utilisable et parfois aimé. On peut aimer un logiciel. Et c'est notre travail de faire en sorte que les gens aiment l'outil qu'on leur met entre les mains. Camille, tu as développé ton agence à vitesse grand V en 7 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as procédé et quelles sont les compétences que tu as dû solliciter? Quand j'ai monté Ipsoon, et ça je trouve que c'est un apprentissage très fort pour moi, mais je pense aussi pour beaucoup de personnes, c'est que monter une entreprise quand on est issu du monde de la technique, moi je suis technicienne avant tout, et je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup de personnes comme moi qui font Pépite, qui viennent du milieu universitaire, qui sont techniciens, qui maîtrisent extrêmement bien leur matière et qui ensuite montent une entreprise en n'étant pas chef d'entreprise, mais en étant technicien. Moi, je suis designer, je suis douée dans le design, c'est ma compétence et il a fallu du jour au lendemain que je commence à recruter des personnes. Ce qui a fait la croissance d'Ipsoon au tout début, c'est la compétence. Les gens venaient chercher une compétence, un regard, une matière de design, ils voulaient que je produise pour eux. Donc j'ai commencé à me faire accompagner, donc j'ai recruté un premier profil. À partir de là, quand on a un premier salarié, donc j'ai pris un deuxième salarié pour m'aider à produire. Donc là, moi, je gardais la partie stratégie et ensuite je faisais travailler une autre personne, au début en alternance, pour m'aider à produire, à délivrer plus, etc. À un moment donné, la balance, elle s'est inversée, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de travail, donc je me suis fait aider, mais ensuite, on a créé des charges qu'il faut combler. Et donc, j'ai commencé à me dire, il va falloir que je mette en place une stratégie pour trouver des clients, en plus de ceux qui viennent tout seuls. Et donc, c'est comme ça que j'ai, moi, personnellement, décidé de monter en compétence sur le commercial, la vente, etc., la prospection. Ça a été une aventure totale en dehors de ma zone de confort absolue, c'était horrible. Mais ça m'a permis d'apprendre. Et donc aujourd'hui, on a cette chance d'avoir une commerciale en interne parce que moi, je savais faire, donc j'ai pu déléguer cette partie-là. Et donc, on a continué à grandir et grandir jusqu'à être aujourd'hui 9 et à la fin de l'année 10. Donc en fait, cette notion de gestion d'entreprise, quand on a un technicien, c'est vraiment apprendre et faire tous les jours des trucs qu'on ne sait pas faire alors qu'on est extrêmement pointu et compétent dans notre domaine. Donc c'est aussi difficile pour l'ego parfois. Et donc j'ai vraiment eu cette démarche de me former en management, de me former en commercial, etc. pour pouvoir grandir vite. Et je pense que si on ne se forme pas dans le temps à une compétence qu'on n'a pas, c'est-à-dire la gestion d'entreprise, alors on ne peut pas grandir vite. C'est mon retour d'expérience. Pour conclure notre échange, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs ? Un conseil que je donne tous les jours à mes équipes, c'est de ne jamais fermer la porte à une idée, parce qu'à force, elles finissent par ne plus revenir.
Et maintenant, je vais rencontrer Maxence, qui est étudiant entrepreneur au sein du Pépite. Donc Maxence, après ton DUT, tu t'es orienté vers une licence pro dans le design multimédia et tu as été en alternance. Tu es en train de terminer ton master en web éditorial et stratégie UX. Pourquoi as-tu souhaité créer ton entreprise ? Il y a 1 an et demi, du coup, j'ai créé ma boîte. Enfin, je suis devenu auto-entrepreneur. Ça a été suite à mon alternance quand j'étais en licence. Mon entreprise a souhaité continuer de travailler avec moi et comme mon master ne proposait pas d'alternance, moi j'ai décidé d'ouvrir à côté mon entreprise pour prendre des petites missions à gauche à droite. Et là, vraiment dans les derniers mois, ça s'est accentué. Et du coup, j'ai aussi rejoint Pépite pour essayer de me stabiliser comme c'était un petit peu fait sur le tas. Et là, je cherche un petit peu à poursuivre dans l'entrepreneuriat parce que je me rends compte que ça me plaît. Et comme j'ai de plus en plus de travail, je pense à me tourner vers ça pleinement. Dans le cadre du parcours au sein du Pépite, nous organisons notamment des bootcamps qui sont des journées d'accélération dans l'entrepreneuriat. Tu as participé à celui d'Angoulême que nous organisons avec Eurocatech Technopole. Qu'est-ce que cela t'a apporté pour toi ? Alors le bootcamp Impact à Angoulême, pour moi, ça a été vraiment une super expérience dans le sens où on se retrouve déjà avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Ça permet déjà de faire des rencontres et de travailler en fait en petits groupes. Je trouve que ça donne une synergie et comme on a en fait une heure de début et une heure de fin, on est tout de suite obligé d'être dans le concret et d'être actif. Donc il n'y a pas le temps de trop réfléchir, de papoter. On est vraiment dans le travail. On a été vachement guidés. Donc moi j'en retiens que ça m'a permis déjà de trouver des nouvelles méthodes pour réfléchir. Ça m'a aussi permis d'échanger avec des personnes de milieux différents, donc d'avoir des points de vue qui vont être différents, même si on a des idées qui sont parfois contraires, comme ça permet d'échanger. Et en plus de ça, en fait, je trouve que le fait qu'il y ait un jury en fait aussi à la fin, ça donne aussi une pression qui est positive dans le sens où en fait, dès qu'on a un petit peu ce sentiment d'évaluation, tout de suite, implicitement, on a tendance à vouloir un peu hausser son niveau et faire du mieux qu'on peut. Moi, en plus, j'ai eu la chance, du coup, avec mon équipe, de gagner le prix coup de cœur. Donc, ça a été aussi une satisfaction. Sur toute la journée, vraiment, ça a été une super expérience. Je n'ai pas vraiment vu le temps passer. Et ça nous a permis aussi de se confronter à des sujets ou des problématiques, moi, qui n'étaient pas dans mon domaine, par exemple. Donc, je suis allé sur la mode et de trouver des solutions en mélangeant un peu tous les univers. Nous, on avait pensé, du coup, à créer notamment un label contre les discriminations physiques. Et aussi jouer aussi avec les réseaux sociaux. Donc aussi moi qui suis un peu dans le milieu du community management et du web, on a pu lier tout ça à nos différents projets. Et justement, pendant ce bootcamp, tu as découvert des outils de l'innovation par le design. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué et que tu souhaites nous présenter et que tu potentiellement vas réutiliser dans ton parcours ? Ouais, l'outil qui m'a marqué, moi, donc c'est la fleur de lotus. En fait, donc sur le concept, on va avoir d'abord une idée générale et petit à petit, on va établir des mots-clés, donc des sujets différents. Et en fait, chaque pétale va permettre d'affiner un peu une thématique. Et moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que souvent, on a en fait beaucoup d'idées, on a du mal à se cadrer. Et je trouve que ça permet d'affiner et aussi de répartir des problématiques qui vont être différentes en fonction des thèmes. Et souvent, en fait, on se rend compte même à la fin qu'il y a des choses qui se rejoignent et des choses qu'on peut regrouper. Et donc, ça permet vachement d'affiner son travail, d'avoir une vision qui est un peu plus cadrée. Et moi, je me vois bien réutiliser cette méthode, notamment peut-être dans une partie analyse, benchmark, notamment quand je vais aller chercher sur les concurrents ou sur ce qui se fait dans mon secteur. Tu as suivi notamment les modules sur l'innovation qui sont délivrés par Lisa que nous avons écouté tout à l'heure. Qu'est-ce que cela t'a apporté dans ton projet ? Pour moi, le parcours innovation, ça m'apporte beaucoup de méthodologie dans un premier temps, je dirais. On découvre pas mal de méthodes, notamment pour affiner sa proposition de valeur. Donc tout ce qui va être la partie ciblage, réfléchir à une problématique, quelle méthode on peut mettre en œuvre. Donc je pense au grid interview, je pense au persona, mais aussi aux moyens en fait d'aller affiner sa proposition de valeur. Je trouve que c'est pas toujours simple. Par exemple, moi dans mon secteur du web et de la communication, je sais qu'on a eu l'occasion d'exercer pas mal. Certaines fois aussi, j'avais du mal à me cadrer en fait par rapport aux exercices, parce que je trouve que en fait, comme c'est un petit peu dématérialisé ce que je fais, on a tendance aussi à
avoir une vision qui est un peu moins claire de ce qu'on fait, même si pour nous c'est clair, à expliquer pour les autres, ça l'est pas toujours. Et je trouve que ça permet du coup d'avoir une vision plus définie de ce que je veux faire. Moi, ça m'aide vachement en méthodologie, aussi à prendre beaucoup de recul sur mon projet. Aussi, du coup, avec Lisa, qui aussi a tout un réseau. J'échange aussi avec mon coach, du coup, qui est Guillaume. Et en fait, dans ce pôle, en fait, ça me permet aussi d'avoir cette question de... Oui, d'un côté, moi, ma priorité, c'est de faire des sites, mais en fait, il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, je disais donc l'idée de, par exemple, j'ai un client qui a besoin de visibilité, ça peut être uniquement une fiche Google, par exemple. Et je trouve que ça permet, en fait, de se rendre compte que les problèmes, en fait, peuvent être parfois réglés simplement. En fait, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher midi à 14h, pas besoin d'aller prendre des solutions qui sont coûteuses. Parfois, on peut faire très simple et c'est tout aussi efficace. Surtout quand on travaille sur des projets un petit peu locaux, pas forcément de grande envergure. Que moi, le parcours innovation, ça m'aide, en fait, ça me guide dans ma démarche, dans ma façon de penser, la façon dont je vais du coup aborder aussi un petit peu plus l'entrepreneuriat et ma gestion avec mes clients. Et pour conclure, quel conseil donnerais-tu à des futurs entrepreneurs ? Le conseil que j'aurais, c'est que avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, je trouve qu'on a souvent une vision en fait qui est idéale, dans le sens où on imagine un peu ces projets comme on le souhaiterait, et la réalité en fait elle est souvent différente. Moi j'imaginais faire par exemple des gros sites web avec des designs impressionnants, etc. Et en fait on se rend compte que dans le milieu pro en fait il y a beaucoup de contraintes. Déjà ça peut être financier dans un premier temps, mais aussi technique. Et en fait on apprend en fait constamment sur le tas. Moi qui du coup exerce aujourd'hui, je me rends compte que même parfois je prends des missions et je me forme aussi au fur et à mesure. Il y a des choses que d'un premier abord, je me dis « Ah, je ne sais pas trop comment faire » et donc je vais me renseigner, je vais apprendre sur le tas. Donc quand on se lance, il ne faut pas se dire qu'on va être conscient de tout et qu'on va tout savoir. Je trouve que déjà, dans un premier temps, par rapport aux études, je me rends compte qu'en fait, on fait aussi beaucoup de théorique. Donc ça nous donne déjà une vision qui est assez large, ça nous donne des principes, mais en fait, ça va être affiné en fait, dans le travail et dans l'expérience. Moi, je me rends compte du coup que ce qui me stimule aussi, c'est d'être dans des cas concrets, dans des projets du coup qui vont être réels, maintenant à Bac+5, plutôt que de la théorie. Et donc, pour moi, le plus important, c'est de continuer à s'informer, de tenir de la veille, de voir ce qui se fait autour de nous, et pas se dire que j'ai appris quelque chose et c'est terminé. Par exemple, moi, je peux donner un exemple, du coup, dans mon cas, les langages web, ça évolue très vite, d'une année à l'autre, ça peut être très différent. Donc, il faut toujours se dire qu'on n'a pas la solution exacte, il faut savoir prendre du recul. Et le plus difficile, le plus frustrant peut-être aussi, c'est de se dire « Ah, j'ai appris beaucoup de choses et peut-être que dans 5 ans, ça ne servira plus à rien. » Il ne faut pas se dire que ça ne servira à rien. C'est une base pour moi et ça donne aussi des perspectives d'évolution et aussi ça permet d'apprendre aussi par la suite beaucoup plus vite que si on n'avait aucune base au préalable. Merci à tous les trois d'avoir pris ce temps pour répondre à mes questions. Je retiens 3 points essentiels. Dans un premier temps, que innover par le design est orienté sur le problème et non la solution. Qu'on a tous les capacités à tester nos idées. Et enfin, que le design permet de matérialiser un projet entrepreneurial en quelque chose de désirable. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous venez d'écouter Éveille ta pépite, un podcast créé et animé par l'équipe du Pépite Nord-Aquitain de l'Université de Poitiers avec la participation de toute l'équipe du Saphir, le service d'accompagnement à la formation, l'insertion, la réussite et l'entrepreneuriat. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.